Je suis sur le point de fêter mes 97 ans et il ne me reste plus beaucoup de temps pour continuer à me taire. Pendant plus de 50 ans, j'ai porté un secret que même ma propre famille n'accepterait pas si je le leur révélais directement. Entre 1972 et 1997, dans la Sierra Mix de Oaxaca, j'ai vécu avec un nahual. Pas le sorcier transformé des histoires que racontent les grands-parents au coin du feu, mais un être réel, de chair et de sang, doté d'une intelligence et d'émotions aussi profondes que celles de n'importe quelle personne que j'ai rencontrée. Cet être m'a appris plus sur les humains, sur notre manière de vivre et de détruire, que n'importe quel maître, curé ou ancien sage du village. Ce qui m'a montré ce nous me fait encore mal à rappeler, car la vérité que j'ai découverte n'était pas réconfortante. C'était une vérité qui m'a changé pour toujours et que, maintenant, à la fin de ma vie, je ressens l'urgence de partager avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Eugenio Barragan. Je suis né à San Pedro et San Pablo Ayutla, Oaxaca, en 1928. J'ai vécu presque un siècle et j'ai vu ce pays changer. Les gens changer, le monde entier se transformer à une vitesse que j'ai parfois du mal à comprendre. Mais quelque chose dans ma vie n'a jamais changé, quelque chose qui reste aussi clair dans ma mémoire que si c'était hier. Ma rencontre avec l'être que j'appellerai ensuite Août, en raison de la période de l'année où il venait toujours me rendre visite. Mon histoire commence dans un moment de profonde tristesse. En 1972, j'avais 44 ans et je venais de perdre ma femme. Eulalia, la femme qui avait été ma compagne pendant 22 ans, était partie après une maladie que les médecins de Lime n'avaient jamais su diagnostiquer correctement. Ce fut une lente détérioration que j'ai dû observer jour après jour, me sentant complètement impuissant à soulager sa souffrance. La voir s'éteindre peu à peu fut comme voir mourir une partie de moi-même. Après lui avoir dit adieu au cimetière du village, je compris que je ne pouvais plus vivre dans la maison que nous avions partagée. Chaque recoin me rappelait sa présence d'une manière si douloureuse que j'avais l'impression que l'air lui-même pesait sur mes poumons. La cuisine où nous moulions le cacao ensemble le matin, remplissant l'espace de cette odeur douce et terreuse que nous aimions tant. Le foyer à bois où Eulalia préparait l'atoll de maïs que j'appréciais chaque après-midi, le hamac de coton blanc où elle s'asseyait pour broder serviettes et nappes avec des motifs traditionnels mix hérités de sa grand-mère, déplaçant l'aiguille avec une patience infinie que j'admirais toujours. La douleur de son absence était si intense que j'avais l'impression que les murs de la maison m'écrasaient. Je ne pouvais pas respirer là, je ne pouvais pas penser, je ne pouvais pas exister sans que chaque objet me crie son nom. J'avais besoin de m'éloigner, j'avais besoin de silence. J'avais besoin d'un endroit où je pourrais être seul avec mon deuil, sans avoir à feindre que tout allait bien pour les voisins qui me regardaient avec une pitié qui me faisait me sentir encore plus mal. Avec les économies modestes que j'avais accumulées pendant des années, travaillant comme charpentier dans le village, et un petit héritage laissé par mon beau-père, je pris une décision que beaucoup considéraient étrange, voire inquiétante. J'achetai un terrain au sommet de la montagne, dans une zone reculée en direction de Tamasulapam del Espiritu Santo. C'était un endroit si isolé qu'on n'y accédait que par un sentier étroit serpentant entre pins et chênes géants, montant pendant presque 2 heures depuis la route de terre la plus proche. Sur ce terrain se trouvait une vieille cabane en bois, construite des décennies plus tôt par un charbonnier déjà décédé. La structure était dans un état moyen, nécessitant des réparations évidentes, mais les fondations étaient solides. Il n'y avait ni électricité, ni signal, ni route, ni voisins à des kilomètres à la ronde. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour disparaître du monde et affronter mon deuil de la manière la plus privée possible. Mes enfants, déjà adultes et vivant dans d'autres parties de l'État, essayèrent de me convaincre de ne pas partir. Ils me dirent qu'il était dangereux de vivre si isolé à mon âge, que ferais-je si je tombais malade ou me blessais et qu'il n'y avait personne pour m'aider, qu'ils s'inquiétaient pour moi et ne voulaient pas me perdre aussi. Mais je fus inflexible. Je leur assurai que j'irais bien, que je descendrais au village toutes les 2 semaines pour acheter des provisions et qu'ils pourraient me rendre visite quand ils le souhaiteraient, même si le chemin était difficile. Au fond, je crois qu'ils comprenaient que j'avais besoin de faire cela, que j'avais besoin de cet isolement pour continuer à vivre. Je déménageai dans la cabane en juillet 1972, n'emportant que l'essentiel sur le dos de mon vieux mulet. Un lit simple, quelques casseroles et assiettes, des outils de menuiserie de base, des vêtements suffisants pour le climat froid de la montagne et quelques livres accumulés au fil des ans. J'emportai aussi une photographie d'Eulalia, la seule que nous avions, prise des années auparavant lors d'une foire du village. Sur l'image, elle souriait avec cette timidité qui la caractérisait, son rebozo de laine sur les épaules et ses longues tresses ornées de rubans rouges. Cette photo fut placée sur un petit autel improvisé, accompagnée d'une bougie que je gardais allumée toutes les nuits. Les premiers mois à la montagne furent marqués par un silence absolu et un deuil profond. Je me réveillais avec le chant des oiseaux avant l'aube, quand l'obscurité recouvrait encore la forêt et que le froid nocturne s'accrochait à l'air. Je passais mes journées à réparer la cabane,
remplacer les planches pourries, boucher les trous dans le toit-part où l'eau s'infiltrait quand il pleuvait, couper du bois pour l'hiver qui approchait. Je marchais dans la forêt sans but, mettant simplement un pied devant l'autre, essayant de me fatiguer suffisamment pour pouvoir dormir la nuit sans que les souvenirs me tiennent éveillé. Le soir, je m'asseyais devant le foyer, regardant les flammes danser, parlant à Eulalia comme s'il était encore là pour m'écouter, lui racontant ma journée, les oiseaux que j'avais vus, le cerf qui avait traversé la clairière près de la cabane, combien elle me manquait. Parfois, je pleurais. Parfois, je restais simplement silencieux, sentant la chaleur du feu sur mon visage et le froid de la solitude dans mon dos. La solitude était si complète que parfois des journées entières passaient sans que je prononce un mot à voix haute, sauf quand je parlais à Eulalia dans mon esprit. Étrangement, cela ne me dérangeait pas. Le silence était devenu ma compagnie. La forêt, avec ses sons constants de vie, le vent dans les arbres, l'eau du ruisseau voisin, le chant des grillons la nuit, étaient tout ce dont j'avais besoin. Je me sentais plus à l'aise avec les arbres et les animaux qu'avec les habitants du village qui me regardaient avec pitié. Jusqu'au lever du soleil du 18 septembre 1972, le jour qui allait changer ma vie à jamais. Je m'étais réveillé tôt ce matin-là, comme à mon habitude. Le soleil n'était pas encore complètement levé et la lumière avait cette terrible caractéristique qui précède l'aube. Je préparais du café sur le foyer, utilisant le café en grains que j'avais rapporté de ma dernière visite au village, lorsque j'entendis un son qui me fit m'arrêter net. C'était un gémissement grave, profond, résonnant quelque part pas très loin de la cabane, un son qui ne ressemblait à aucun animal que je connaissais. Et croyez-moi, après des mois passés dans cette montagne, je connaissais les sons de presque tous les animaux de la région. Je connaissais le hurlement plaintif des coyotes lorsqu'ils chassaient en meute. Je connaissais le rugissement bas et menaçant des pumas rôdant dans les environs. Je connaissais le grognement des sangliers lorsqu'ils se sentaient menacés. Je connaissais le chant de centaines d'espèces d'oiseaux. Mais ce son était différent. C'était quelque chose qui exprimait non seulement une douleur physique, mais aussi une sorte d'angoisse que je pouvais sentir résonner jusque dans mes os. Le gémissement se répéta, plus fort, cette fois plus urgent. Il provenait de la direction du ruisseau, à environ 200 mètres en contrebas de la cabane. Je pris mon machette, non pas parce que je pensais l'utiliser comme arme, mais parce qu'il faisait partie de l'équipement de base que toute personne censée emportait lorsqu'elle s'aventurait en montagne. Je mis mon chapeau de paille pour me protéger de la rosée du matin et commençai à descendre la pente irrégulière vers l'eau. Le matin était froid et la brume ne s'était pas encore complètement levée. Elle se mouvait entre les arbres comme des fantômes blancs, enveloppant tout dans un mystère silencieux. Je marchais avec précaution, évitant les racines exposées qui pouvaient me faire trébucher et les pierres lâches qui pouvaient me faire glisser sur la terre humide. Le gémissement se répétait à intervalles réguliers, me guidant comme un phare sonore à travers la brume. Lorsque j'arrivai au ruisseau, je le vis, et à cet instant, tout ce que je croyais savoir sur le monde s'effondra. Au début, mon cerveau tenta de traiter ce que mes yeux voyaient comme quelque chose de familier, quelque chose pouvant s'insérer dans ma compréhension du monde naturel. Un grand jaguar, pensais-je, ou peut-être un ours, bien que les ours noirs de la région n'étaient généralement pas si énormes. Mais à mesure que je m'approchais lentement, le cœur battant si fort que je pensais que l'être pourrait l'entendre, je compris que ce que je voyais ne correspondait à aucune catégorie d'animal que je connaissais. C'était un être assis au bord du ruisseau dans une posture étrangement humaine. Son corps était entièrement couvert d'un pelage sombre et épais, avec des tons roux dans certaines zones où la lumière du soleil naissant le touchait. Les épaules étaient énormes, larges et musclées, d'une forme dépassant tout physique humain que j'avais vu. Les bras étaient longs et puissants, avec des muscles définis visibles même sous le poil dense. Les mains, reposant sur le sol humide, étaient grandes, mais avec des doigts clairement articulés, terminés par des ongles courts et épais qui semblaient plus des outils que des griffes de prédateurs. Mais ce qui me figea complètement, me laissant paralysé, machette inutile à la main, ce fut le visage. Ce n'était pas le museau d'un animal, mais un visage combinant des traits humains avec quelque chose de plus ancien, que mon esprit n'avait pas de mots pour décrire. Les yeux étaient grands et expressifs, d'une couleur noisette profonde, brillant avec une clarté que je n'avais vue que dans les yeux humains. Le nez était large, avec des narines qui se dilataient à chaque respiration lourde. La bouche, lorsque l'être l'ouvrit pour émettre un autre gémissement, montrait des dents fortes, mais non conçues pour déchirer la chair comme le feraient de purs prédateurs. Elle ressemblait davantage à des dents humaines, adaptées à une alimentation variée, mais plus grande et robuste. Et la jambe droite de l'être était pliée dans un angle clairement non naturel, probablement cassé ou gravement déboîté. L'être la tenait avec ses deux mains, pressant légèrement, avec une expression sur le visage que je pouvais lire aussi clairement que celle de n'importe quelle personne. C'était de la douleur, oui, mais aussi de la frustration et de l'impuissance.
L'expression de quelqu'un qui sait qu'il est en grand danger et qui ne peut se sortir de cette situation seul. Les yeux de l'être croisèrent les miens, et à ce moment-là, quelque chose de fondamental changea dans ma compréhension du monde. Car ce que je vis dans ses yeux n'était pas le regard vide d'un animal blessé agissant par instinct pur. C'était le regard de quelqu'un de conscient, de pensant, de raisonnant, qui m'évaluait à ce moment précis pour déterminer si je représentais une menace ou une possible aide. L'être fit un mouvement lent avec sa main libre, indiquant sa jambe blessée. Puis il émit un son guttural, bas et modulé, qui ressemblait d'une manière étrange à une question, comme s'il me demandait, avec le seul moyen de communication dont il disposait, si je pouvais l'aider. Je restai paralysé pendant ce qui sembla une éternité, mais qui fut probablement seulement quelques secondes. Mon esprit rationnel criait que c'était impossible, que les Nahuals étaient des légendes, des histoires que racontaient les grands-parents pour tenir les enfants éloignés de la forêt la nuit, que ce que je voyais ne pouvait être réel. Mais mes yeux me disaient le contraire, et mon cœur, ce cœur engourdi depuis le départ d'Eulalia, ressentit soudain quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, une connexion, le besoin profond d'aider un autre être souffrant, sans dire un mot, car honnêtement, je ne savais pas quoi dire, ni même si l'être pouvait comprendre l'espagnol. Je levai les mains, paumes tournées vers l'avant, dans un geste universel de paix. Puis je pointai dans la direction de ma cabane et fis un signe de la main pour lui indiquer d'attendre, que je reviendrais. L'être m'observa longuement, évaluant mon langage corporel, mon expression, essayant de déterminer s'il pouvait me faire confiance. Puis, lentement, il hocha la tête. Un geste si humain que je ressentis un frisson parcourir mon dos. Je courus de retour à la cabane plus vite que je ne l'avais fait depuis des années. Mon cœur battait violemment, en partie à cause de l'effort physique, mais surtout à cause de l'adrénaline et du choc de ce que je venais de voir. J'avais une petite trousse de premiers secours rapportée du village avec des bandages, de l'alcool et quelques médicaments de base. Je savais que cela ne suffirait pas pour traiter une fracture grave, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai aussi pris une épaisse couverture en laine, pensant que l'être était probablement sous le choc et aurait besoin de chaleur. Je pris un peu d'eau propre dans une gourde et de la nourriture, du pain et de la cécina, sans être ce que l'être pourrait ou voudrait manger, mais sentant que je devais lui offrir quelque chose. Je mis tout dans un vieux sac à dos et courus de nouveau vers le ruisseau, terrifié à l'idée que l'être ait disparu, ou pire, que son état se soit aggravé. Mais quand j'arrivai, il était encore là, dans la même position, tenant sa jambe avec une expression de douleur contenue qui me fendit le cœur. Je m'approchai lentement, lui parlant à voix basse, bien que je ne sache pas s'il me comprenait. Je lui dis que j'étais là pour aider, que je ne lui ferais pas de mal, et que j'essaierais de faire quelque chose pour sa jambe. Je m'agenouillai à côté de lui, faisant des mouvements lents et prévisibles. L'être m'observait avec une attention extrême, chaque muscle de son corps tendu, prêt à réagir si je faisais quelque chose pour l'effrayer. Mais il ne s'éloigna pas, ne montra aucune agressivité. Il se contenta de m'observer avec ses yeux intelligents qui semblaient voir directement dans mon âme. J'examinai sa jambe du mieux que je pus avec mes connaissances limitées. Je n'étais pas médecin, seulement un menuisier ayant appris les premiers secours de nécessité en vivant à la campagne, mais je pouvais voir que l'os était clairement déplacé, probablement une chute depuis une certaine hauteur. En regardant les grands arbres autour du ruisseau, je pensais que l'être avait peut-être grimpé et glissé. Je lui montrai ce que j'allais faire avec des gestes exagérés. J'allais essayer de redresser la jambe, puis de l'immobiliser avec des branches droites que je pourrais trouver à proximité. Ce serait douloureux. Je n'avais ni anesthésie ni quoi que ce soit pour soulager la souffrance que j'allais lui causer. L'être sembla comprendre. Il hocha de nouveau la tête, puis il ferma les yeux et serra les dents, me faisant comprendre qu'il se préparait à la douleur. Ce que je fis ensuite fut probablement l'une des choses les plus difficiles de ma vie. Je pris la jambe avec mes deux mains, la sentant étonnamment chaude sous le pelage dense, et, d'un mouvement rapide mais contrôlé, je la redressai. L'être poussa un cri qui résonna dans toute la vallée, un son de pure souffrance que j'entends encore dans mes cauchemars des décennies plus tard. Mais il ne m'attaqua pas, ne s'écarta pas, il supporta simplement la douleur avec une force de volonté dont je n'étais pas de posséder. Je travaillai rapidement, utilisant les branches droites que je trouvais et les bandages de ma trousse pour créer une immobilisation improvisée. Ce n'était pas parfait, pas même proche, mais c'était mieux que rien. Ensuite, je nettoyai quelques égratignures mineures sur ses bras et son torse, appliquant de l'alcool qui le fit frissonner, mais qu'il accepta sans protester. Quand j'eus fini, j'étais trempé de sueur malgré le froid matinal. L'être avait les yeux fermés, respirant lourdement, clairement épuisé par l'expérience. Je lui offris de l'eau de ma gourde. Il ouvrit les yeux et me regarda longuement. Puis il accepta la gourde avec ses grandes mains et but avec une gratitude évidente.
Je lui offris également la nourriture que j'avais apportée. L'être renifla le pain et l'assassina avec curiosité, puis les accepta et mangea lentement avec une délicatesse surprenante, compte tenu de la taille de ses mains. Pendant qu'il mangeait, je restais assis à quelques mètres de distance, lui laissant de l'espace, essayant de comprendre ce qui se passait. J'avais lu toute ma vie sur les Nahual, les histoires que racontaient les anciens du village, les légendes apparaissant dans les livres de folklore mexicains. Je les avais toujours considérées comme de la mythologie, des histoires symboliques sur la relation entre humain et nature, sur le pouvoir de la transformation spirituelle. Je n'avais jamais, même dans mes rêves les plus étranges, imaginé qu'il puisse être réel, qu'un être physique tangible puisse être à l'origine de toutes ces légendes. Nous restâmes là, au bord du ruisseau, pendant des heures. Le soleil monta dans le ciel, dissipant la brume, remplissant la forêt d'une lumière dorée. L'être se reposait, visiblement épuisé par le traumatisme de la blessure et du traitement. Je restai à proximité, en partie pour m'assurer qu'il allait bien, en partie parce que je ne pouvais me résoudre à m'éloigner. C'était comme si j'étais sous un sort, incapable de détourner mes yeux de cet être impossible qui avait pénétré dans ma vie. Finalement, lorsque le soleil fut dans le ciel, l'être se redressa lentement, testant son poids sur la jambe blessée. Il fit une grimace de douleur, mais put se tenir debout, s'appuyant sur un arbre voisin. Il me regarda et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'être posa sa grande main sur sa poitrine, puis l'étendit vers moi. Un geste de remerciement, un geste qui transcendait la langue et l'espèce, un geste qui disait plus clairement que n'importe quel mot. Merci de m'avoir aidé quand j'étais vulnérable et que tu aurais pu me blesser. Je répétai le geste, posant ma main sur ma propre poitrine, puis l'étendant vers lui. Et à ce moment-là, sans mots, nous établîmes une connexion qui durerait des décennies. L'être s'éloigna lentement, boitant, mais avançant avec détermination vers l'épaisseur de la forêt. Je l'observai jusqu'à ce qu'il disparaisse parmi les arbres, me laissant seul au bord du ruisseau, l'esprit en ébullition et le cœur battant, avec une émotion que je n'avais pas ressentie depuis avant que Eulalia ne tombe malade, un sentiment de but, de connexion, la sensation que quelque chose d'important s'était produit, quelque chose qui changerait le cours de ma vie. Je retournai à ma cabane dans un état de stupéfaction. J'essayais de poursuivre mes tâches habituelles, mais mon esprit ne pouvait se concentrer sur rien, sauf sur ce que j'avais vu. Cette nuit-là, je dormis à peine, revivant tout dans ma tête encore et encore, me demandant si c'était réel ou si la solitude avait finalement affecté mon esprit. Mais 3 jours plus tard, je trouvai la preuve que je n'avais rien imaginé. C'était tôt le matin lorsque je sortis de la cabane pour aller chercher du bois. Là, sur la marge d'entrée, se trouvait une dinde fraîchement abattue. Elle était encore tiède, ce qui signifiait qu'elle avait été déposée très récemment. Il n'y avait aucune trace de piège, aucun signe qu'un prédateur l'avait attaquée. Elle avait été proprement abattue, comme le ferait un chasseur expérimenté, et laissée là délibérément. Je regardais autour de moi à la recherche de signes de qui l'avait laissée, bien que dans mon cœur, je connaissais déjà la réponse. Parmi les arbres, à peine visible dans l'ombre matinale, je vis une grande silhouette m'observant. Le Nahual était là, encore légèrement boitant, mais visiblement en meilleur état que 3 jours auparavant. Quand nos yeux se rencontrèrent, l'être hocha une fois la tête, puis disparut dans la végétation aussi silencieusement qu'il était apparu. C'était le début, le commencement d'une relation que je n'ai d'autre façon de décrire que comme une profonde amitié entre 2 êtres qui n'auraient jamais dû pouvoir communiquer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, y parvinrent. Pendant les 2 années suivantes, le Nahual resta à distance, mais toujours présent. Je trouvais régulièrement des cadeaux, des pommes de pin sauvage parfaitement mûres, des champignons comestibles des variétés qui poussent dans les profondeurs de la forêt, des morceaux de viande de cerf fraîchement chassés, toujours déposés à des endroits où je pouvais les trouver, mais jamais avec l'être à la vue. Je commençai également à laisser des choses pour lui, des restes de nourriture que je préparais, sachant qu'il observait depuis quelque part entre les arbres des fruits que j'apportais du village. Une fois, un morceau de tissu épais que je pensais pouvoir lui être utile. Chaque cadeau que je laissais disparaissait le lendemain matin. C'était une étrange danse, cette forme de communication par les offrandes, mais cela fonctionnait. Cela établissait la confiance, démontrait l'intention mutuelle de soin et de respect. Puis, à l'été 1975, tout changea. J'étais assis devant ma cabane un après-midi, sculptant un morceau de bois sans but particulier, juste pour occuper mes mains comme je le faisais depuis des années en tant que menuisier. C'était une journée chaude et humide, avec des nuages sombres s'accumulant à l'horizon, promettant de la pluie plus tard. La forêt était vivante avec le bourdonnement des insectes et le chant des oiseaux. Et puis, il apparut simplement, non pas depuis les arbres lointains où je le voyais habituellement furtivement, mais en marchant directement vers moi à travers la clairière, en plein jour,
sans tenter de se cacher ou de rester dans l'ombre. Il était encore plus impressionnant que dans mes souvenirs. Avec le soleil brillant sur lui, je pouvais voir chaque détail. Il était même plus grand que je ne l'avais estimé, probablement 2,30 mètres lorsqu'il se tenait complètement droit. Son corps était massivement musclé, mais pas de manière grotesque, plutôt avec des proportions parfaites pour sa taille. Le pelage qui le recouvrait était dense et brillant, bien entretenu, variant du noir profond à des tons brun rouge selon la lumière. Mais ce qui me captivait vraiment, c'était ses yeux. Ses yeux couleur noisette regardaient le monde avec une clarté et une intelligence impossibles à nier. J'avais vu beaucoup d'animaux dans ma vie. J'avais regardé dans les yeux des chiens, des chats, des chevaux, des ânes et même de certains animaux sauvages, mais jamais je n'avais vu un regard comme celui-ci. C'était le regard de quelqu'un qui réfléchissait sur sa propre existence, qui méditait sur le monde, qui possédait une vie intérieure aussi complexe que la mienne. Il s'arrêta à environ 5 mètres, respectant l'espace personnel, mais permettant l'interaction. Je laissai tomber le morceau de bois que je sculptais et me levai lentement, sans mouvement brusque. Je levai ma main droite dans un salut simple et universel. L'être m'observa un moment, puis leva sa propre main, imitant exactement mon geste. Et à cet instant, avec cet échange simple de salutations, notre relation passa de quelque chose de distant et prudent à quelque chose de direct et réel. À partir de ce jour, le Nahual commença à me rendre visite régulièrement, pas tous les jours, mais assez fréquemment pour établir une routine. Il apparaissait généralement l'après-midi, lorsque les ombres s'allongeaient et que la chaleur du jour commençait à diminuer. Il s'asseyait à une certaine distance, m'observant pendant que je faisais mes tâches quotidiennes. Réparer des outils, couper du bois, préparer la nourriture. Parfois, je travaillais sur de simples projets de menuiserie, sculptant des cuillères ou des assiettes en bois, et le Nahual regardait avec ce que je ne pouvais décrire que comme de la fascination. Avec le temps, la distance entre nous se réduisit de 5 mètres à 3, puis nous nous assîmes côte à côte sur le porche de ma cabane, partageant le silence et occasionnellement la nourriture. Je lui parlais parfois, lui racontant ma journée, bien que je ne sois pas sûr de combien il comprenait, mais il semblait apprécier le son de ma voix, de la même manière qu'on apprécie la musique dans une langue étrangère, sans comprendre les mots, mais en savourant le rythme et l'émotion. Je décidai de l'appeler Août, parce que j'avais remarqué que ses visites devenaient plus fréquentes pendant ce mois en particulier. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le cycle des saisons qui le rendait plus actif à cette période, ou peut-être était-ce simplement le moment où il avait plus de temps libre loin de ses responsabilités dans la profondeur de la forêt. Je ne suis jamais exactement, mais le nom resta. Et ce fut pendant ces années, entre 1975 et 1980, qu'Août commença à m'enseigner. Pas avec des mots, car nous n'avions jamais développé de langage verbal commun au-delà de quelques sons basiques, mais par des actions, des démonstrations, avec une patience infinie, me montrant des façons de voir le monde auxquelles je n'avais jamais pensé. La première leçon arriva de manière inattendue. Je luttais avec une vieille tronçonneuse manuelle que j'avais apportée pour couper du bois plus efficacement. La chaîne était bloquée et je devenais de plus en plus frustré, la tirant, maugréant, sentant la colère croître dans ma poitrine. C'était le type de frustration que je connaissais bien, celle qui vient quand les outils ne coopèrent pas, quand le monde semble conspirer contre soi dans les tâches les plus simples. Août était assis près de moi, m'observant avec cette attention calme qui le caractérisait. Après presque 1 heure à voir mes efforts infructueux, il se leva et s'approcha. Il tendit sa grande main vers la tronçonneuse dans un geste clair de question, me demandant s'il pouvait essayer. J'étais tellement frustré que je la lui tendis simplement, m'attendant à moitié à ce qu'il n'y puisse rien faire non plus, mais Août n'attaqua pas l'outil avec la force brute que j'avais utilisée. Au contraire, il l'examina attentivement, la tournant dans ses mains, touchant chaque partie avec des doigts étonnamment délicats pour sa taille. Il testa le mouvement de la chaîne doucement, sans forcer. Il trouva l'endroit où elle était bloquée et, avec une pression prudente et constante, libéra le mécanisme qui coinçait. Il me rendit la tronçonneuse complètement fonctionnelle. Puis il me regarda directement dans les yeux. Bien qu'il ne dît pas un mot, le message était clair. Ce qui est forcé se casse, ce qui est compris fonctionne, la patience surpasse la force. L'observation attentive révèle des solutions que la frustration aveugle masque. Cette simple interaction changea quelque chose en moi. Je commençais à aborder les problèmes différemment, à faire une pause lorsque je sentais la frustration croître, à observer plus attentivement avant d'agir, et je découvris qu'Août avait raison. Les choses fonctionnaient mieux lorsque je les traitais avec respect et patience plutôt qu'avec force et frustration. La deuxième leçon portait sur le pardon et arriva de manière beaucoup plus douloureuse. Un jour, après quelques mois de visite régulière d'Août, je commis une erreur terrible. J'étais descendu au village pour acheter des provisions, comme je le faisais toutes les 2 semaines. Et à la cantina,
Après quelques mescales de trop, je fis la stupidité d'insinuer, dans une conversation avec d'autres hommes, que j'avais vu quelque chose d'étrange dans la montagne. Je ne dis pas exactement quoi, mais je dis assez pour éveiller la curiosité. Je parlais d'une créature grande, de quelque chose qui n'était pas entièrement animal, d'expériences défiant l'explication normale. J'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû garder la bouche fermée. Mais la solitude et l'alcool délièrent ma langue, et je dis des choses que je n'aurais jamais dû dire. La semaine suivante, j'entendis des bruits étranges près de ma cabane, des voix d'hommes, le bruit de véhicules sur le chemin où je voyais rarement du trafic. Je me penchai avec précaution et vis ce que je redoutais. 3 camionnettes étaient montées par le sentier, amenant un groupe de chasseurs du village. J'en reconnaissais quelques-uns, des hommes que j'avais vus à la cantina la semaine précédente. Ils étaient venus chercher l'être dont j'avais parlé. Ils apportaient des fusils, des chiens, des cordes, tout l'équipement nécessaire pour chasser quelque chose de grand. L'un d'eux me vit et me salua avec une familiarité feinte, me demandant si j'avais de nouveau vu la créature dont j'avais parlé. Ils me demandèrent si je pouvais les conduire à l'endroit où je l'avais rencontré. La panique m'étreignit la gorge. Je m'étais transformé en menace pour Ruth. Ma stupide bouche à la cantina avait mis en danger l'être qui m'avait montré plus de bonté et de sagesse en quelques années que beaucoup de gens en toute une vie. J'ai tout nié, bien sûr. Je leur ai dit que j'étais ivre, que j'avais exagéré, que j'avais probablement vu un gros ours ou un cerf et que mon imagination l'avait transformé en autre chose. Mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils ne me croyaient pas complètement. Ils restèrent dans la zone pendant 2 jours, ratissant la forêt, cherchant des signes de quelque chose d'inhabituel. Ruth disparut complètement pendant ce temps. Je ne le vis pas. Je ne trouvai aucun de ses cadeaux habituels. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Les chasseurs finirent par partir, frustrés et convaincus que j'inventais des histoires, mais le mal était fait. 2 mois complets passèrent sans aucun signe d'Ou. 2 mois pendant lesquels je me haïssais avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis la maladie de Lalia. J'avais trahi sa confiance, mis sa vie et probablement celle de sa famille en danger. Tout cela pour un moment d'inattention et de fierté stupide, pour vouloir impressionner des hommes dans une cantina que je n'aimais même pas. Chaque jour, je sortais dans la clairière où nous nous asseyions autrefois et j'attendais. Je parlais à la forêt vide, m'excusant encore et encore, promettant que je ne referais jamais cette erreur, mais je ne recevais que le silence en réponse. Je commençais à accepter que je l'avais perdu pour toujours, que j'avais détruit quelque chose de précieux par mon imprudence. Puis, un après-midi d'août, alors que j'avais presque perdu tout espoir, je le vis. Il se tenait au bord de la clairière, m'observant avec ce regard intense que je connaissais si bien. Je me levai immédiatement, les larmes coulant sur mon visage, sans pouvoir les contrôler, essayant de trouver des mots pour exprimer mon regret. Ruth marcha lentement vers moi. Lorsqu'il fut prêt, il se baissa et ramassa une pierre du sol. C'était une pierre du fleuve, parfaitement lisse, polie par des années d'eau qui y coulaient. Il la posa dans ma main avec une délicatesse contrastant avec sa taille énorme. Alors je compris le message. La pierre était dure, solide, mais avait été adoucie par le temps et l'eau. Ce n'était pas moins une pierre pour autant. De la même manière, j'avais commis une erreur, mais cela ne changeait pas qui j'étais fondamentalement. Ruth me disait qu'il me pardonnait, qu'il me considérait toujours digne de confiance. Même après ma trahison, les vraies relations survivent aux erreurs si le repentir est sincère. Cette pierre, je la garde encore. Je la porte dans ma poche chaque jour comme rappel de la capacité de pardon qu'Ruth m'a montrée, une capacité que, honnêtement, je ne suis pas sûr que beaucoup d'humains possèdent dans la même mesure. Après cet incident, je devins beaucoup plus prudent. Je cessai de descendre si fréquemment au village. Quand je le faisais, je gardais la bouche fermée sur ma vie dans la montagne. Je devins connu comme le vieux ermite étrange. Et cette réputation me convenait parfaitement, car elle gardait les gens à distance et Ruth en sécurité. La 3e leçon vint sous forme de démonstration visuelle, que je peux encore voir clairement quand je ferme les yeux. Un jour, Ruth apparut avec 2 morceaux de bois. L'un était parfait, droit, sans nœud, du genre que tout menuisier aimerait utiliser. L'autre était tordu, éclaté à une extrémité, avec l'écorce partiellement arrachée. Il les posa côte à côte sur le sol devant moi avec un soin presque cérémonieux. Puis il les désigna, d'abord l'un, puis l'autre, avec une expression interrogative. Il me posait une question, même si je n'étais pas sûr exactement laquelle. J'observais les 2 morceaux de bois, essayant de comprendre ce qu'il voulait que je voie. Alors Ruth fit quelque chose d'extraordinaire. Il prit le morceau parfait et le mit de côté. Il prit le morceau endommagé et le tint avec ses 2 mains, le faisant tourner lentement, me montrant chaque angle, les parties éclatées, les courbes irrégulières,
les imperfections évidentes, mais il le tenait avec le même soin, le même respect qu'il avait montré pour le morceau parfait. Puis il me regarda directement et le message était clair. Les 2 morceaux de bois avaient de la valeur, tous deux méritaient le respect. La perfection n'était pas une condition pour la valeur. L'imparfait, le blessé, l'éclaté, avaient toujours dignité et but. C'était une leçon sur l'égalité qui toucha profondément mon âme, car je m'étais senti comme ce morceau de bois endommagé depuis que Lalia était partie, brisé, imparfait, moins précieux qu'avant. Mais Hout me montrait que ce n'était pas vrai, que je conservais ma valeur, même avec mes fissures et mes éclats. Cette leçon s'étendit au-delà de moi-même. Je commençais à l'appliquer à la façon dont je voyais les autres êtres vivants. Je cessais de juger si rapidement. Je cessais de classer les gens et les choses en catégories de parfaits et imparfaits, précieux et inutiles. Je compris que tous, absolument tous, possédions une dignité inhérente simplement par le fait d'exister. La 4e leçon fut peut-être la plus importante et la plus douloureuse. Elle portait sur notre rupture avec la nature, sur la manière dont les humains se sont séparés du monde naturel qui nous soutient. Un jour, Hout apparut plus agité que je ne l'avais jamais vu. Son langage corporel exprimait quelque chose que j'avais appris à reconnaître comme du dégoût ou de la frustration. Il me fit signe de le suivre, et je le fis sans poser de questions, confiant qu'il avait quelque chose d'important à me montrer. Nous marchâmes pendant presque 1 heure à travers la forêt, plus loin que je ne m'aventurais habituellement. Hout me guidait par des sentiers que je n'aurais jamais trouvés seul. Des endroits où les arbres poussaient si densément que la lumière du soleil peinait à passer. Finalement, nous arrivâmes dans une clairière qui me remplit immédiatement de honte. C'était un endroit où quelqu'un, probablement des paysans responsables d'un village proche, avait jeté des déchets. Il y avait des sacs en plastique déchirés par les animaux, leur contenu éparpillé partout. Des boîtes de conserve rouillées, des bouteilles en verre brisé, des morceaux de tissu pourri, même quelques vieux pneus traînaient là pour s'en débarrasser. Ces déchets contrastaient horriblement avec la beauté immaculée de la forêt environnante. C'était comme une plaie ouverte dans le corps de la terre, et Hout était clairement profondément perturbé par cela. Il se déplaçait parmi les déchets avec une expression de douleur évidente sur le visage. Il touchait les morceaux de plastique avec ses grands doigts comme s'il n'arrivait pas à croire qu'ils existaient. Il souleva une bouteille en verre brisé et me la montra, puis il désigna les magnifiques arbres autour de nous. Le contraste était évident et dévastateur. Ensuite, il me regarda directement, bien qu'aucun mot ne fût prononcé. Le message était clair comme de l'eau. Vous, les humains, faites cela. Vous prenez la beauté et la souillez. Vous prenez ce qui vous donne vie et le détruisez sans y penser. Vous vous croyez propriétaire de ce que vous ne comprenez même pas. Je m'assis par terre, accablé par la honte, car il avait raison. Les humains faisaient exactement cela. Nous transformions le monde en notre décharge personnelle. Nous prenions sans rien rendre. Nous détruisions des habitats entiers sans considérer les conséquences et le faisions avec une arrogance qui supposait que tout existait uniquement pour notre usage et notre commodité. Je passai les 3 jours suivants à nettoyer ces clairières. Hout m'aida, travaillant côte à côte avec moi pour ramasser chaque déchet. Nous les transportâmes sur mon dos, faisant plusieurs voyages pour les amener à un endroit où je pourrais finalement les emmener au village pour leur élimination appropriée. C'était un travail épuisant et je savais qu'il y avait des dizaines, probablement des centaines de lieux similaires dans la forêt. Mais je devais agir. Je devais montrer à Hout et, peut-être plus important encore, me montrer à moi-même que certains humains se souciaient encore. Lorsque nous eûmes terminé, Hout se tint au centre de la clairière maintenant propre, regardant autour de lui avec ce que j'interprétais comme de la satisfaction. Ensuite, il posa sa main sur mon épaule, un geste de gratitude et de reconnaissance, mais aussi un rappel que j'avais la responsabilité non seulement de ne pas nuire, mais de protéger et de prendre soin activement. La 5e leçon portait sur la famille et arriva de manière complètement inattendue. C'était un après-midi de printemps en 1979. Hout me rendait visite régulièrement, comme toujours. Notre amitié s'était approfondie au point où parfois nous restions simplement assis en silence pendant des heures, profitant de la compagnie mutuelle sans besoin de communication active. Ce jour-là, Hout arriva, mais il n'était pas seul. Une autre figure l'accompagnait, se tenant initialement dans l'ombre de la forêt, clairement nerveuse à l'idée de s'approcher. Hout me fit signe de rester immobile, de ne pas faire de mouvements brusques. Puis il se tourna vers la forêt et émit une série de sons doux et apaisants. Lentement, l'autre figure apparut. C'était un autre nahual, clairement, mais plus petit qu'Hout, peut-être 1,80 m de haut, avec une constitution plus fine. Son pelage était plus clair, avec des tons presque dorés à certains endroits. D'après sa structure corporelle et les traits légèrement plus délicats de son visage, je supposai qu'il s'agissait d'une femelle.
Elle se déplaçait avec une extrême prudence, chaque pas mesuré, prête à fuir à tout moment. Hoot resta près d'elle, apportant clairement réconfort et sécurité par sa présence. Elle me regardait avec des yeux aussi intelligents que ceux d'Hoot, mais qui exprimaient aussi une peur compréhensible. J'étais un humain et les humains représentaient manifestement un danger dans son expérience. Je restais complètement immobile, respirant à peine, essayant de paraître le moins menaçant possible. Hoot lui parla, non pas avec des mots, mais avec des sons modulés qui constituaient manifestement un type de langage. Elle répondit, ses yeux ne me quittant jamais des siens. Après ce qui sembla une éternité, Hoot se baissa et dessina quelque chose dans la terre meuble. 3 figures reliées par des lignes simples, un triangle de relation. Lui, elle est probablement une autre figure absente. Alors je compris. Hoot avait une famille, il n'était pas un être solitaire errant seul dans la forêt. Il faisait partie d'une unité familiale. Il avait une compagne et, d'après la taille relative de la 3e figure dans le dessin, probablement un enfant. Le fait qu'il me les présentât, qu'il ait été prêt à amener sa compagne en ma présence, me remplit d'une émotion si forte que je dus me retenir de pleurer. C'était un acte de confiance suprême. Il me montrait ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie. Il me permettait de connaître sa famille. La compagne d'Hoot, que j'appelais mentalement l'une à cause de son pelage plus clair, ne s'approcha pas beaucoup ce premier jour. Elle resta à distance, observant, mais le simple fait qu'elle fût là, qu'Hoot l'eût convaincu de venir, signifiait tout. Au cours des semaines suivantes, l'une commença à me rendre visite plus fréquemment, toujours avec Hoot présent. Peu à peu, sa prudence diminua. Elle commença à accepter la nourriture que je lui offrais. Elle s'approcha suffisamment pour que je puisse voir les détails de son visage, plus fin que celui d'Hoot, avec des yeux légèrement plus grands qui lui donnaient une expression de curiosité permanente. Et un jour, ils apportèrent le jeune. Il était beaucoup plus petit que ses parents, probablement de la taille d'un adulte humain moyen, clairement encore en croissance. Son pelage était un mélange des tons foncés d'Hoot et des tons clairs de lune, créant un motif unique, et ses yeux brillaient d'une curiosité sans filtre, sans la peur qui avait caractérisé la première visite de lune. Le jeune m'observait avec fascination évidente. Il s'approcha plus que ses parents lors de cette première visite, et Hoot dut le contenir doucement lorsqu'il voulait toucher mes outils et mes affaires. C'était comme voir un enfant humain rempli de questions sans réponse, voulant explorer tout, sans la prudence que l'expérience enseigne. Les voir ensemble en tant que famille fut l'un des moments les plus beaux de ma vie. La façon dont Hoot et l'une communiquaient entre eux par des regards et des gestes subtils, la façon dont ils surveillaient constamment leur enfant, prêts à le protéger en un instant si nécessaire, la manière dont le jeune oscillait entre courage et nervosité, courant vers quelque chose de nouveau puis revenant vers la sécurité de ses parents. Ils m'enseignèrent que la famille, l'amour, le soin des siens transcendent les espèces, que l'instinct de protéger ceux que nous aimons, de leur montrer le monde, de profiter de leur compagnie est universel, et que, dans les aspects les plus fondamentaux, tous les êtres intelligents partagent les mêmes besoins émotionnels et les mêmes valeurs. Les années passèrent, 1980 devint 1985. Les visites d'Hoot et de sa famille continuèrent, moins fréquentes à mesure que le jeune grandissait et devenait probablement plus indépendant, mais restaient régulières. Je vieillissais, passant de mes 50 à mes 60 ans, sentant le poids de l'âge dans mes articulations et mon dos. Mais ce fut à la fin des années 80 que tout commença à changer de manière incontrôlable. La Sierra Mix d'Oaxaca avait été relativement protégée pendant des décennies grâce à son inaccessibilité parce que le gouvernement fédéral avait établi certaines zones de conservation. Mais dans les années 80, avec la crise économique mexicaine et le besoin croissant en ressources naturelles, la coupe illégale à grande échelle commença. Au début, ce furent de petites opérations, discrètes, quelques arbres abattus ici et là, mais cela s'intensifia rapidement. Des entreprises forestières, certaines avec des connexions politiques les rendant intouchables, commencèrent à pénétrer dans des zones qui avaient toujours été interdites. Elles apportaient des tronçonneuses industrielles, de gros camions, des équipes complètes de travailleurs. Le bruit des tronçonneuses devint partie intégrante du paysage sonore de la forêt, un bourdonnement mécanique constant qui effrayait la faune. Les chemins de terre à peine existants furent élargis pour permettre le passage de camions lourds chargés de troncs gigantesques. Des zones entières de forêts primaires, des arbres qui avaient grandi pendant des centaines d'années, disparurent en quelques semaines, et personne ne les arrêtait. Les autorités locales étaient soit achetées, soit intimidées. Les tentatives des communautés indigènes pour protéger leurs terres ancestrales étaient ignorées ou réprimées. C'était une dévastation autorisée, légale sur le papier, mais profondément immorale en réalité. Hoot arriva à ma cabane un après-midi de 1989, et je sus immédiatement que quelque chose n'allait terriblement pas.
Son langage corporel était complètement différent de tout ce que j'avais vu au cours de toutes nos années d'amitié. Les épaules affaissées, la tête basse, les mouvements lents et lourds de quelqu'un portant un poids impossible. Son pelage, qui avait toujours été brillant et bien entretenu, montrait maintenant des zones grises, surtout autour du museau et des oreilles. Je ne savais pas exactement quel âge il avait, mais il vieillissait clairement, et le stress de ce qui se passait dans la forêt l'affectait profondément. Il me fit signe de le suivre avec un geste urgent. Ce n'était pas l'invitation tranquille d'avant, c'était une supplique. Il avait besoin que je voie quelque chose. Il avait besoin que je comprenne quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Je le suivis sans hésiter, bien que mes genoux protestassent à cause de l'effort de marcher sur un terrain irrégulier. Nous avions parcouru ensemble la forêt d'innombrables fois au cours des 17 dernières années, mais cette fois, c'était différent. Hoot ne réglait pas son pas sur le mien comme il le faisait habituellement. Il marchait rapidement, presque en courant, comme si chaque seconde comptait. Nous arrivâmes dans une clairière qui avait autrefois fait partie de la forêt vierge, où Hoot et sa famille se déplaçaient, mais c'était maintenant une zone de dévastation. Les arbres géants qui avaient été là pendant des siècles avaient été abattus. Les troncs étaient empilés sur le côté, attendant d'être chargés dans des camions. Le sol était détruit par les traces de machines lourdes, transformées en boue par les récentes pluies. Des branches cassées et de la sciure recouvraient tout, preuve de la violence qui avait eu lieu ici. Mais ce qui me brisa vraiment le cœur fut l'arbre encore debout, un gigantesque pin, probablement âgé de plus de 300 ans. Il se dressait seul au milieu de la destruction. Il était magnifique, avec un tronc si épais que 3 hommes, bras tendus, ne pourraient l'entourer complètement. Ses branches supérieures s'étendaient vers le ciel comme des bras suppliants. À quelques mètres se trouvait un autre pin, ou ce qu'il en restait. La souche avait la même taille que l'arbre encore debout, indiquant qu'ils étaient jumeaux, ayant poussé côte à côte pendant des siècles. Mais maintenant, l'un était réduit à une souche coupée, avec les anneaux de croissance exposés comme des blessures ouvertes, racontant l'histoire de centaines d'années en cercle concentrique. Hoot s'approcha de l'arbre vivant et posa sa grande main poilue contre l'écorce rugueuse. Il le fit avec une tendresse qui me rappela la manière dont on toucherait un être cher souffrant. Puis il se déplaça vers la souche de l'arbre abattu et posa sa main là aussi, avec le même soin, le même respect. Ensuite, il se tourna vers moi, et ce que je vis sur son visage me brisa l'âme. Il y avait des larmes, pas des larmes humaines. Exactement. Mais ses yeux étaient humides, et son expression témoignait d'une douleur si profonde qu'il était presque insoutenable de la contempler. C'était l'expression de quelqu'un qui avait vu quelque chose de sacré profané, quelque chose de précieux détruit sans raison, quelque chose d'irremplaçable réduit en bois pour être vendu. Je compris alors ce qu'il me montrait. Ce n'était pas seulement la perte d'arbres, ce n'était pas seulement la destruction de l'habitat, c'était quelque chose de plus profond et de plus fondamental. Hoot me montrait comment les humains mesuraient la valeur. Nous mesurions la valeur de ces arbres non pas par les siècles de leur croissance, non pas par l'écosystème qu'ils soutenaient, non pas par la beauté et la majesté qu'ils représentaient. Nous la mesurions seulement par l'argent que nous pouvions obtenir en les coupant et en les vendant. L'arbre vivant et l'arbre réduit en souche avaient été égaux en valeur intrinsèque. Tous deux avaient poussé pendant des siècles. Tous deux avaient fourni un habitat à d'innombrables animaux. Tous deux avaient purifié l'air et stabilisé le sol. Tous deux avaient été témoins de l'histoire de ces montagnes bien avant la naissance de mon arrière-grand-père. Mais pour les exploitants forestiers, seule comptait la valeur commerciale. Et une fois cette valeur extraite, l'arbre n'avait plus d'importance. C'était une leçon dévastatrice sur la manière dont les humains se sont complètement détachés de la compréhension de la véritable valeur des choses. Nous valorisons ce que nous pouvons posséder, ce que nous pouvons vendre, ce que nous pouvons convertir en argent, mais nous avons complètement perdu la capacité d'apprécier ce qui existe simplement, sans avoir besoin de justifier son existence par son utilité pour l'homme. Je me suis assis par terre à côté de la souche, les mains couvrant mon visage, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ces magnifiques arbres. J'ai pleuré pour la forêt qui était détruite autour de moi. J'ai pleuré pour Hoot et sa famille, dont le monde était en train d'être ravagé par la cupidité humaine. Et j'ai pleuré pour nous, les humains, pour avoir perdu à ce point notre connexion avec le monde naturel qui nous soutient. Hoot s'assit à mes côtés et, pour la première fois en toutes ces années, je l'entendis produire un son que je ne peux décrire que comme des sanglots. Ce n'était pas exactement un son humain, mais quelque chose de plus profond, plus guttural. C'était un gémissement qui semblait provenir de la terre elle-même, le son de la nature pleurant sa propre destruction. Nous restâmes là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Deux êtres d'espèces différentes uniques dans notre douleur pour ce qui se perdait. Quand nous nous levâmes enfin pour partir, Hoot me lança un dernier regard avant de disparaître dans la forêt restante. Et dans ce regard, je vis quelque chose qui me terrifia.
Je vis de la résignation, l'acceptation que cela ne s'arrêterait pas, que son monde était en train de se terminer et qu'aucun de nous ne pourrait y remédier. Après ce jour-là, Août disparut pendant 8 mois, les mois les plus longs de ma vie depuis le départ de l'Alia. Chaque jour, je sortais dans la clairière où nous nous étions habitués à nous retrouver, espérant, l'appelant de toutes les manières dont je savais qu'il pouvait m'entendre, mais ne recevant en réponse que le silence. Je pensais l'avoir perdu pour toujours, que la destruction de la forêt avait été trop pour lui, que peut-être lui et sa famille avaient dû se déplacer vers des zones encore plus reculées où je ne pourrais jamais les trouver. Ou pire, que quelque chose de terrible leur était arrivé. Les exploitants forestiers n'étaient pas connus pour leur respect de la faune. S'ils avaient rencontré Août, ils auraient pu l'y tirer dessus par peur ou curiosité. Mais Août revint finalement à l'été 1990, et quand je le vis, je le reconnus à peine. Il avait vieilli de manière dramatique pendant ces 8 mois. Le pelage gris s'était étendu, couvrant maintenant une grande partie de son corps. Il se déplaçait plus lentement, avec une raideur suggérant des douleurs articulaires. Il avait perdu du poids, son corps auparavant massivement musclé laissant désormais apparaître ses os de façon plus prononcée. Mais le pire, ce furent les nouvelles cicatrices. Il avait des marques sur le bras gauche qui semblaient avoir été causées par du fil barbelé. Une longue cicatrice sur le flanc indiquait que quelque chose de tranchant l'avait effleuré. Et son expression, ses yeux qui avaient toujours brillé d'intelligence et de chaleur, montraient maintenant une fatigue profonde allant au-delà du physique. Nous nous retrouvâmes comme de vieux amis séparés par la guerre. Nous n'avions pas besoin de mots pour communiquer ce que nous avions traversé. Nous nous assîmes simplement ensemble et cela suffisait. Je lui offris de la nourriture, la meilleure que j'avais, et il l'accepta avec gratitude. Je lui montrai mes nouvelles cicatrices sur les mains, résultat d'un accident avec un outil, et les examina avec inquiétude. Nous étions 2 êtres âgés, marqués par le temps et la vie, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. Les années 90 continuèrent et la situation dans la forêt ne fit qu'empirer. La courbe devint plus agressive. Des zones autrefois inaccessibles furent ouvertes avec de nouveaux chemins. Le gouvernement parlait de développement économique et de création d'emplois, mais ce que je voyais était une simple destruction. Je vis des zones entières transformées de forêts luxuriantes en terre nue en l'espace de quelques mois. Août continuait à me rendre visite, bien que moins fréquemment. Parfois, il s'écoulait des semaines, voire des mois entre ces visites. L'une apparut seulement quelques fois encore, toujours avec une expression de peur profonde sur le visage. Le jeune, qui devait déjà être adulte à ce moment-là, ne revint jamais après 1988. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas s'il a trouvé son propre territoire loin de la destruction ou si quelque chose de pire lui est arrivé. Août ne me l'a jamais dit et je n'ai jamais trouvé de moyen de demander. En 1995, j'eus moi-même un avertissement de santé, une douleur intense à la poitrine que je crus être la faim. Je parvins à descendre au village, où le médecin du centre de santé me dit que j'avais eu un léger épisode cardiaque. Il me donna des médicaments et m'avertit que je devais prendre soin de moi, que, à mon âge et vivant seul dans la montagne, je jouais avec le feu. Je passai 2 semaines chez ma fille dans le village pour me rétablir. Elle insistait pour que je reste, que ce n'était plus sûr pour moi de vivre seul dans la montagne. Mais je savais que je devais revenir, non seulement parce que la cabane était mon foyer, mais parce qu'Août pourrait venir me chercher et que je ne serais pas là. Lorsque je revins enfin à la cabane, Août m'attendait. Il m'avait attendu, d'après les signes que j'avais pu observer depuis plusieurs jours. Quand il me vit, l'expression de son visage était de pur soulagement. Il s'approcha et m'examina attentivement, touchant ma poitrine là où j'avais ressenti la douleur, comme s'il pouvait détecter que j'avais souffert. Nous passâmes tout l'après-midi ensemble, sans rien faire de particulier, simplement existant dans le même espace. Août semblait avoir besoin de confirmer que j'étais vraiment là, que je ne l'avais pas abandonné, et j'avais besoin de la même confirmation de sa part. J'avais besoin de savoir qu'après tout ce qui avait changé, notre amitié restait constante. 1997 arriva, et avec lui ce que je ne savais pas à l'époque serait la fin de notre histoire commune. Août était très vieux à ce moment-là. J'estimais qu'il devait avoir au moins 60 ans, peut-être plus, bien que je n'ai aucun moyen de savoir exactement quelle est l'espérance de vie normale de son espèce. Il se déplaçait avec beaucoup de difficultés, ressentant clairement une douleur constante qu'il tentait de cacher, mais que je pouvais voir dans chacun de ses mouvements prudents. Un après-midi de mars, Août apparut et me fit signe de l'accompagner. Ce n'était pas l'urgence de la fois où il m'avait montré la destruction, mais quelque chose de plus calme, plus délibéré. Je le suivis, ajustant mon pas au sien, qui était maintenant plus lent que le mien malgré mon propre âge avancé. Il me conduisit à plusieurs endroits que je reconnus comme significatifs dans notre histoire partagée.
Le ruisseau où je l'avais trouvé blessé il y a 25 à NS Point et la clairière où nous avions passé d'innombrables après-midi ensemble Point et la grotte où il m'avait montré des peintures anciennes, suggérant que son espèce habitait ces montagnes depuis des siècles, peut-être des millénaires, des lieux où nous avions construit des souvenirs. Oh, à chaque endroit, Hout s'arrêtait et observait longuement, comme s'il mémorisait chaque détail. Il touchait certains arbres avec ses mains, s'asseyait sur des rochers particuliers, et je compris ce qu'il faisait. Il ne disait pas au revoir à moi spécifiquement, mais au lieu qui avait été sa maison, son territoire, son monde. Oh, nous retournâmes à ma cabane lorsque le soleil commença à se coucher. Hout s'assit sur le porche à côté de moi, au même endroit où il s'était assis des centaines de fois auparavant. Nous regardâmes ensemble le ciel changer du bleu à l'orange puis au pourpre, écoutant les sons de la forêt qui se préparait pour la nuit. Oh, alors, Hout fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit ma main dans les siennes. Ses mains étaient énormes comparées aux miennes, rugueuses et calleuses après des années passées dans la forêt, mais il la tenait avec une infinie douceur. Nous restâmes assis jusqu'à ce que l'obscurité tombe complètement, deux amis disant adieu sans parole. Oh, lorsque la lune apparut, Hout se leva lentement. Il me regarda une dernière fois, et dans ce regard, il y avait tout. La gratitude pour l'amitié que nous avions partagée, la tristesse pour le monde que nous perdions, l'acceptation que toute chose doit finir un jour, et quelque chose d'autre, quelque chose que je mis des années à comprendre complètement, l'espoir. L'espoir que je raconterais cette histoire, que je maintiendrais vivante la mémoire de son peuple, que j'aiderais d'autres humains à comprendre ce que nous avions perdu et ce que nous pouvions encore sauver. S'il marcha jusqu'au bord de la clairière, se retourna pour me regarder une fois de plus, puis disparut entre les arbres. Il ne revint jamais. J'attendis des jours, des semaines, des mois. J'explorai chaque recoin de la forêt que je connaissais, cherchant un signe de lui. Mais c'était comme s'il s'était dissous dans l'air. Je ne trouvai jamais son corps. Une partie de moi s'en réjouit. Je préfère imaginer qu'il a trouvé un endroit tranquille, profondément dans les parties les plus reculées de la forêt, encore intact, que là, il a pu faire sa transition en paix, que peut-être l'une était avec lui, et qui n'est pas mort seul. Tout ce qu'il laissa fut une petite touffe de son pelage que je trouvai accrochée à une branche près de ma cabane, quelques jours après sa dernière visite. Je la gardai dans une petite boîte en bois de copal que j'avais sculptée des années auparavant, et cette boîte est restée avec moi depuis. Un rappel tangible que tout cela était réel, que Hout avait existé, que notre amitié n'était pas un rêve d'un vieil ermite. Cela fait 28 ans que j'ai vu Hout pour la dernière fois. 28 ans pendant lesquels j'ai continué à vivre dans ma cabane sur la montagne, vieillissant, regardant la forêt continuer à changer. L'exploitation forestière ralentit finalement, non pas par conscience écologique, mais parce qu'il ne restait plus assez d'arbres précieux pour que l'opération soit rentable. Des zones de la forêt se rétablissent lentement, avec de jeunes arbres poussant là où autrefois se dressaient les géants. Mais il faudra des siècles, si jamais cela se reproduit, pour que la forêt retrouve son état originel. Mes enfants et mes petits-enfants me rendent visite de temps en temps, empruntant le même chemin que j'ai parcouru pendant plus de 50 ans. Ils me demandent pourquoi je reste ici, pourquoi je ne descends pas au village où je pourrais être plus confortable, plus en sécurité. Je leur dis que c'est ma maison, que ces arbres sont ma famille. Oh, je ne leur ai pas encore parlé de Hout, non pas parce que je ne leur fais pas confiance, mais parce que je sais qu'ils ne comprendraient pas. Comment pourraient-ils? C'est une histoire qui défie tout ce que l'on nous a enseigné sur le monde. Mais maintenant, à 97 ans, sentant que mon temps est compté, je ressens le besoin de raconter cette histoire. Elle doit être racontée, non pas pour convaincre les sceptiques ni pour chercher une validation scientifique, mais parce que Hout et son peuple méritent d'être rappelés, parce que les leçons qu'il m'a enseignées sont trop importantes pour mourir avec moi. Grâce à 25 années d'amitié avec un être qui ne devrait pas exister selon notre compréhension moderne du monde, j'ai appris que nous avons oublié comment être pleinement présents. Nous courons constamment vers l'avenir ou restons coincés dans le passé, mais nous habitons rarement le moment présent. Hout vivait complètement dans le présent, conscient de chaque son, chaque odeur, chaque sensation. Cette présence totale est quelque chose que nous, les humains, avons perdu dans notre précipitation constante, où j'ai appris que nous nous jugeons nous-mêmes et les autres sans compassion. Nous croyons que la valeur vient de la perfection, des accomplissements, du fait d'être meilleur que les autres. Mais Hout m'a montré que chaque être a une valeur inhérente simplement pour exister, que l'imparfait, le brisé, le blessé mérite toujours respect et dignité. Or j'ai appris que nous vivons profondément déconnectés de la terre qui nous soutient. Nous traitons le monde naturel comme une ressource à exploiter plutôt que comme notre foyer à protéger. Nous avons oublié que nous faisons partie de la nature et non que nous en sommes séparés, que ce que nous faisons à la forêt, aux rivières, aux animaux, nous le faisons à nous-mêmes. J'ai appris que nous valorisons les mauvaises choses. Nous valorisons l'argent plus que la vie.
Nous valorisons la commodité plus que la durabilité. Nous valorisons la croissance économique plus que la santé de la planète. Out m'a montré que la véritable valeur réside dans ce qui est, pas dans ce qui peut être extrait ou vendu. Oh, et plus important encore, j'ai appris que malgré tous nos défauts, les humains sont capables de changer. Nous sommes capables de voir nos erreurs et de nous corriger. Nous sommes capables de nous reconnecter avec le monde naturel. Nous sommes capables de vivre avec plus de respect, plus de conscience, plus de compassion. Out ne détestait pas les humains. Il était déçu par nous, oui, triste de nos choix, absolument, mais il n'a jamais perdu l'espoir que nous puissions être meilleurs. Cet espoir, c'est ce qui me maintient en vie à cet âge avancé. L'espoir qu'en partageant cette histoire, même avec quelques personnes seulement, je puisse semer des graines de changement. Que quelqu'un qui l'écoute ou la lise puisse arrêter un moment et reconsidérer sa relation avec le monde naturel. Que quelqu'un puisse décider de traiter les arbres, les animaux, la terre elle-même, avec un peu plus de respect. Que quelqu'un puisse choisir d'être plus présent, de juger moins, de valoriser ce qui importe vraiment. Oh, je ne sais pas s'il reste encore des êtres comme Out là-bas. Il y a des parties de la Sierra Mix, d'autres chaînes de montagnes à Oaxaca et Chiapas et au-delà, qui sont encore suffisamment reculées pour que son peuple puisse survivre caché. Je veux y croire. Je veux croire qu'au fond d'une vallée isolée, une famille de Nahual vit encore, construit des foyers, aime, enseigne à ses jeunes, poursuit son existence qui remonte bien avant l'arrivée des Espagnols, avant que les Aztèques construisent leur empire, peut-être même avant que les Olmecs ne sculptent leur tête géante. Mais même si Out fut le dernier, même si son peuple s'est complètement éteint, son héritage demeure. Il demeure dans les leçons qu'il m'a enseignées, il demeure dans les souvenirs que je conserve avec autant de soin que cette touffe de poils dans sa petite boîte de copal. Il demeure dans cette histoire que je partage maintenant avec toi. Si jamais tu marches dans les montagnes d'Oaxaca, dans la Sierra Mix ou dans toute autre forêt ancienne où les arbres murmurent encore les secrets du passé, je te demande de t'arrêter un instant. Garde le silence. Respire profondément. Observe sans hâte autour de toi. Écoute les sons de la forêt. Sens la terre sous tes pieds. Et souviens-toi que ce monde est bien plus vaste et mystérieux que ne le montrent nos manuels scolaires. Car peut-être, juste peut-être, quelque chose t'observe depuis l'ombre, quelque chose qui est là depuis des siècles, observant les humains construire et détruire, grandir et tomber. Quelque chose qui comprend le monde d'une manière que nous avons oubliée, quelque chose qui attend encore avec la patience que seuls les êtres véritablement anciens possèdent. Que nous changions, que nous nous souvenions, que nous revenions à la maison. Out fut mon maître, mon ami, ma connexion avec quelque chose de plus grand que moi-même. Il m'a sauvé de la solitude qui menaçait de me consumer après la perte de Lali. Il m'a donné un but quand je pensais que ma vie était finie. Il m'a appris à voir le monde avec de nouveaux yeux, à valoriser ce qui importe vraiment, à vivre avec plus de conscience et de compassion. Oh, et maintenant, à la fin de ma propre vie, après presque un siècle d'existence dans ce monde beau et terrible, je passe son héritage à toi. Souviens-toi d'où, souviens-toi des Nahual, souviens-toi que nous ne sommes pas seuls sur cette planète, que nous partageons notre foyer avec d'innombrables autres formes de vie, certaines que nous connaissons et beaucoup que nous ne connaissons pas, et que chacune de ces vies mérite notre respect. Oh, le soleil se couche maintenant sur les montagnes, comme il s'est couché des milliers de fois depuis que je suis arrivé ici il y a plus de 50 ans. Les arbres sont remplis du chant des oiseaux qui retournent à leur nid pour la nuit. L'air se refroidit, portant avec lui l'odeur du pin et de la terre humide. Et pendant un moment, juste un moment, je crois entendre quelque chose au loin, un appel profond, modulé, qui pourrait être le vent dans les branches, mais dans mon cœur, je sais que c'est autre chose. C'est Out encore là, quelque part, me rappelant que les histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment simplement en passant d'une voix à une autre, d'une génération à la suivante. Et tant que quelqu'un se souvient, tant que quelqu'un raconte l'histoire, lui et son peuple ne disparaîtront jamais vraiment. Alors je te la transmets maintenant. Cette histoire, cet héritage, cet espoir, souviens-t'en. Partage-le et peut-être, juste peut-être, aide à changer le monde pour que des êtres comme Out puissent continuer à exister, non pas dans des zoos ou des laboratoires, mais libres dans les forêts qui sont leur foyer ancestral, vivant avec la dignité qu'ils méritent, enseignant leurs propres leçons à ceux qui ont la sagesse d'écouter. Oh, c'est mon dernier souhait, ma prière finale, que nous n'ayons pas complètement perdu la magie, qu'il y ait encore de la place dans ce monde pour le mystérieux, l'extraordinaire, le sacré, que les Nahual, sous quelque forme qu'ils existent aujourd'hui, puissent continuer et que nous, les humains, apprenions enfin les leçons qu'ils essaient de nous enseigner depuis des siècles. Merci d'avoir écouté l'histoire d'un vieil homme. Merci de maintenir vivante la mémoire d'Out. Et merci, où que tu sois maintenant, vieil ami, pour tout ce que tu m'as appris, pour l'amitié que nous avons partagée,
pour m'avoir rendu meilleur humain que je ne l'étais avant de te connaître, jusqu'au jour où nous nous retrouverons dans la forêt éternelle où tous les êtres reposent enfin. Amen.